toutes nos excuses pour ce retard. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission de jeunesse 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Des recherches scientifiques montrent que lorsque les parents participent à l'éducation de leurs enfants, ces derniers sont plus engagés dans leur travail scolaire, restent plus longtemps à l'école et obtiennent de meilleurs résultats d'apprentissage. Pour cela, certains parents n'hésitent pas à faire des pieds et des mains pour mettre leur enfant sur la voie de l'excellence. Dans cette logique, on se pose la question de savoir un parent qui, je vais mettre oblige entre guillemets, ou bien qui dit à son enfant, tu dois être premier de ta classe ou être le meilleur par rapport aux autres. Ce parent fait-il violence sur son enfant ou au contraire l'encourage à devenir meilleur dans la vie? C'est la question qu'on se pose. Et justement, pour en parler, j'ai des amis sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Brigitte. Comment vous vous portez? Ça peut aller. Je me porte très bien. Ça va. Alors on va se présenter pour les téléspectateurs. Bonsoir. Non, aux femmes. Honneur aux femmes. Merci Tata Brigitte. Je suis Laetitia Kolani, étudiante à l'Université de Lomé. Et un coucou à tous les étudiants de l'Université de Lomé. Merci. Bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices de l'Espoir 47 TV. Je suis Roger Le Trésor Kamako, étudiant à l'Université de Lomé. Bonsoir, téléspectateurs. Ça fait plaisir de vous retrouver encore. C'est Benjamin Renaud. C'est Iran. Nous allons partir pour la transition et revenir pour le débat. Le thème de ce mercredi, nous allons l'intituler ainsi « Mon enfant doit être premier de sa classe ». Mais jamais, je commence par toi. D'abord, si en tant que parent, ou bien tu as un enfant, tu as appelé à devenir parent, ça c'est dada. Pourquoi tu souris? C'est d'ici la fin de l'année, elle va nous annoncer une bonne nouvelle. Alors, je préfère me taire. Je pense qu'il est déjà. Les enfants et les études, comment amener les enfants d'abord à s'intéresser aux études? Merci pour cette question. Je crois que c'est une question pluridimensionnelle, en ce sens que amener les enfants à s'intéresser aux études, cela ne voudrait pas forcément dire qu'il y a un désintérêt, mais s'il y a un désintérêt, c'est qu'on va maintenant les amener à retrouver ce goût de l'étude. Maintenant, s'il y a déjà ce goût, il faut amplifier maintenant ce goût. Voilà pourquoi je disais que c'est pluridimensionnel. Il y a plusieurs acteurs qui entrent en jeu par rapport à cet encouragement que l'on doit donner aux enfants pour qu'ils puissent fournir le meilleur d'eux-mêmes. Mais je crois que ce soir, c'est la partie familiale, sinon le cercle familial qui nous intéresse sur ce plateau, notamment les parents. Et quand nous parlons de parents, ce n'est pas forcément le père et la mère. Nous sommes en Afrique. Je voudrais également que nous élargissons le cercle familial à la cousine, la tante, la nièce, l'oncle, et tous ceux qui vont dans ce même sillage que ce que nous appelons souvent un lien de sang. Donc quand nous parlons d'encouragement ou quand nous parlons de comment est-ce qu'on doit inciter l'enfant à être premier ou bien à être meilleur, à aimer l'étude, je crois que tous ces acteurs que je viens de citer là entrent en jeu. Je ne suis pas en train de passer sous silence les enseignants, les acteurs éducatifs externes qui sont par exemple les revendeuses à l'école ou les conseillers pédagogiques, par exemple l'inspecteur, qui ne sont pas directement impliqués parce que ces acteurs ne sont pas tout de suite en contact avec l'élève journalièrement. Et l'inspecteur n'est pas avec l'élève chaque jour, mais cet acteur quand même introduit des notions dans l'apprentissage pour que la mayonnaise puisse prendre. Mais il faut dire que par rapport aux parents, il faut d'abord reconnaître l'effort. La première des choses à faire, c'est de reconnaître l'effort de l'enfant. Pourquoi? Parce que, je l'avais dit en temps sur ce plateau, avant de faire des remontrances ou des reproches à quelqu'un, il va falloir que nous reconnaissions quand même le peu que la personne est en train de faire. Si votre enfant a déjà pris sur lui l'engagement de se lever chaque matin, de ne pas pleurer et d'aller à l'école lui-même, je crois que c'est déjà 50% de ce que vous voulez qu'il fasse. Parce qu'il y a des enfants qui tout de suite seront réticents, qui ne veulent pas aller à l'école, même s'ils ont déjà l'âge de discernement. Ils vont faire autre chose. Mais si vous avez un enfant qui veut déjà aller à l'école, qui veut déjà
aller lui-même de gré, aller à l'école, c'est déjà bon. Maintenant, si vous reconnaissez que votre enfant a déjà fait un pas ou votre enfant est déjà en train de faire quelque chose, il faut maintenant le lui dire. Il faut que l'enfant sache que vous êtes content parce qu'il arrive à bien faire ceci déjà. En plus de cela, il va falloir maintenant lui présenter les bienfaits d'un travail bien fait. C'est un peu redondant, mais je m'explique. Il faut présenter à l'enfant ce qu'il va gagner, pas forcément financièrement, mais de façon sociale aussi, en étant un bon élève dans la société, par exemple. Quand nous présentons ces choses à l'enfant, je crois là qu'on est en train d'encourager l'enfant, de l'inviter dans l'arène des intellos, de l'inviter dans l'arène des élèves qui veulent réussir et qui vont réussir. Je m'arrête là pour l'instant. Oui, on va en venir au moyen d'action. Projet. Oui, Benjamin a dit l'essentiel. Je pense que ce sont les choses basiques pour un parent, que doit faire un parent afin d'aider son enfant à réussir à l'école. Mais je pense aussi ajouter quelque chose qui est le fait de mettre l'enfant dans de bonnes conditions. Il faut que on ne veut pas tout à fait toucher le réconfort, puisque surtout en Afrique, on ne peut pas vivre dans une situation de réconfort, mais il faut essayer de mettre l'enfant dans de bonnes conditions avant que tu n'arrives à lui dire qu'il doit réussir, puisque aujourd'hui, même si la situation financière elle est précaire, on va devoir essayer de faire l'essentiel. On va faire l'essentiel. Si l'enfant se lève avant de partir de la maison, combien tu lui remets pour qu'il aille manger à l'école, aux heures de récréation. Vous savez, si tu n'as pas l'argent, tout ceux qui l'ont une fois constaté, bien ceux qui l'ont une fois vécu, cette situation de manque de moyens à l'école, si tu n'as pas l'argent à la deuxième heure, avant que l'heure de la récréation ne vienne, toi, tout ce que l'enseignant fait, tu n'es pas présent à l'intérieur. On dit corps présent, mais esprit ailleurs. Tu es en train de te demander comment faire pour manger, comment faire pour te restaurer pendant la récréation. Alors, au moment où le cours se passe, toi, tu n'es pas à l'intérieur. En dehors de ça, il y a aussi ce caractère de morale que nos parents n'essaient pas de bien mener. En fait, il y a les parents aujourd'hui, Benjamin l'a déjà dit, avant de reprocher quelqu'un, il faut essayer de lui dire ce qu'il fait de bien et après reprocher la personne afin qu'elle puisse se corriger. Il y a aujourd'hui ce mauvais langage que nos parents ont en train de dire que tu es ignorant, que tu es insensé, que on n'a pas été comme ça, c'est toi qui veut connaître une mauvaise image à la famille. Donc je pense que toutes ces manières doivent être corrigées, toutes ces manières doivent être corrigées afin que l'enfant se sente à l'aise quand il va à l'école, quand il est en classe et quand il sort même de l'école. Il faut qu'il reconnaisse qu'il est un élève, qu'il reconnaisse qu'il a une valeur et qu'il reconnaisse qu'il doit essayer de présenter une bonne image à sa famille. Ok, merci. Moi, je dirais qu'en matière d'études, il faut la volonté, parce qu'en toute chose, il faut avoir la volonté avant de pouvoir faire la chose. S'il n'y a pas la volonté, qu'on est forcé ou qu'on est violenté, c'est difficile de prendre goût. Et dans le cadre des études, si l'élève ou l'étudiant n'a pas la volonté et que le parent force l'enfant à aller à l'école, ce que je peux dire d'abord, tout le monde n'est pas censé aller à l'école. Nous ne sommes pas tous appelés à aller à l'école ou à devenir quelqu'un de bien à partir de l'école, quoi. Donc, il va falloir que nos parents essayent de voir ce côté. Et puis, nos parents exagèrent parfois et que les téléspectateurs m'excusent. Nous avons des parents qui ont eu peut-être le CPD. Mais peut-être en voyant le voisin, l'enfant du voisin qui évolue dans les études, bon, tu dois être comme l'autre, on prend l'autre comme exemple. On n'a pas le même destin. Il faut que les parents essayent de comprendre. Mais avant aussi d'encourager l'enfant à aller à l'école, est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce que toutes les conditions sont réunies? Si l'enfant doit revenir de l'école et que les parents, entre eux, ont des problèmes familiaux, l'enfant ne peut pas être... l'enfant sera stressé. L'enfant sera stressé, ça ne lui donne pas l'envie. Puisque s'il y a trop de tension dans une famille, il n'y a pas la paix. Et puis, c'est ce que moi je peux dire. Merci. Voilà. Benjamin, venons-en au thème. Puisque quand on parle des enfants, je veux qu'on touche du doigt, que ce soit le collège ou bien le lycée. Un parent qui dit, moi, mon enfant doit être premier de sa classe, malgré son niveau d'études, c'est que à la fin, ou bien au premier trimestre ou bien au second semestre, moi, mon enfant
doit occuper la première place. Un parent qui s'exprime ainsi, est-ce une violence ou bien une obligation, ou bien une exigence de sa part que son enfant occupe la première place? Je dis souvent que je n'aime pas trop parler de moi, mais quand je veux le faire, je le fais si bien. Ça me rappelle encore quelques mois passés quand j'étais encore adolescent avec mes parents, où à chaque fois que je reçois un bulletin, ce n'est pas présenter le bulletin à mon père qui est le problème, mais c'est le commentaire qu'il va faire quand il va recevoir le bulletin. Qu'il fasse un commentaire. Maintenant, il faut se demander comment est-ce que le commentaire sera. Voilà. Un commentaire peut m'encourager, mais c'est le commentaire qu'il va faire quand je vais remettre le bulletin qui m'inquiète souvent et m'intrigue. Parfois, il m'est arrivé de prendre un relevé de notes que je n'ai pas remis le jour J et que c'est peut-être le lendemain que je l'ai remis, peut-être pour calculer son humeur avant d'introduire le relevé. Pourquoi? Parce que je me souviens encore de ces moments un peu plus que je peux appeler entre guillemets périlleux, où tu es peut-être deuxième et tout ton établissement t'a célébré, tes camarades t'ont envié, tes amis t'ont apprécié et tout le monde te considère déjà comme étant le petit génie de l'établissement. Même en route, je ne sais pas, il y a plus de ces choses-là qui se passent, mais quand on n'a pas été quand même de la vieille époque, mais quand nous on était encore sur les bancs du primaire, quand on proclame le résultat sur la route, je crois qu'on nous libérait même, et c'était des bruits premier, deuxième, troisième par ici, et tu joues le petit boucan en route, mais quand tu reviens à la maison, quand tu es deuxième, la première question que moi, mon père avait l'habitude de poser, c'est que celui qui est premier là, il a 4 têtes. Ou bien l'enseignant lui donnait des coups derrière la classe et le ramenait dans la classe. Tu vois, tu ne me ressembles pas. Ce sont des choses tout de suite qui, psychologiquement, nous anéantissent. Parce que tu penses que tu as fait le meilleur de toi-même pour occuper au moins une deuxième position, pour que ton père ou ta mère soit fier de toi. Mais en réalité, tu découvres que cela n'est pas le cas. Ce sont des conditions un peu plus compliquées qui vont jusqu'à, comme le dit Salavi, stresser l'enfant ou l'élève. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas encourager l'excellence, mais il faut que nous le fassions de façon mesurée ou façon soutenue, si je peux me permettre également le mot. Il y a des situations, vous allez voir dans une classe où il y a 10 élèves par exemple, et le dernier a 13 de moyenne. Vous convenez avec moi que cette classe, en réalité, tout le monde est applaudi. Pourquoi? Parce que aucun élève n'est passable. Ce qui voudrait dire que tous les élèves sont assez bien. Et quand on est assez bien, cela voudrait dire qu'on est déjà bon pour faire quelque chose. Même quand on est passable, c'est qu'on a eu la moyenne. Mais si par exemple, le 10e ayant eu 13 de moyenne ramène son bulletin à la maison, le papa va lui dire, mais toi tu es dernier de la classe, tu n'es pas sérieux. Et les coups de bâton vont peut-être suivre. En réalité, il va falloir que nous analysons les situations. Moi, j'ai peut-être déploré souvent cette partie de la vie que nous avons vécue et qu'on continue toujours pas faire vivre à certains de nos petits frères aujourd'hui et petites sœurs. Je me dis qu'il ne fallait pas plutôt penser comme ça. Sinon, j'ose dire que ce serait des menaces. Pourquoi? Parce que l'enfant fait de son mieux pour satisfaire quand même l'attente de ses parents. L'enfant fait quand même ce qui est à son possible. Parce qu'il faut aussi reconnaître que nous ne devons pas quand même analyser les travaux exercés par les enfants de façon globale. Il faut aller dans des précisions. Moi, par exemple, pour ne pas aller plus dans les détails, qu'est-ce que j'avais l'habitude d'avoir comme problème? Les mathématiques n'étaient pas aussi mes amis. Donc, je n'arrivais pas à faire les mathématiques. Mais quand je reviens à la maison, il suffisait juste, je me souviens encore quand j'étais en première 4, un ami avec qui je concurrençais, lui, il avait des professeurs scientifiques à la maison, et ses grands frères, d'ailleurs, même son papa était un grand scientifique accro en la matière. Et lui, il me dépassait toujours en mathématiques. Mais quand tu reviens à la maison, tu seras surpris qu'on te donne des cours, qu'on te dise tout de suite que tu es nul juste parce que tu n'es pas bon en mathématiques. Ce sont des choses en fait qui énervent parce que la personne avec qui on te compare n'est pas dans les mêmes conditions que toi. Toi, tu n'as que des livres de littérature à la maison. Tu n'as que des choses qui te mettent dans une condition pour réussir les lettres. Maintenant, on veut quand même que tu sois meilleur qu'une personne qui, par exemple, a un laboratoire chez lui à la maison. Ce n'est pas possible. Il va falloir que nous analysons mieux les choses pour que les enfants ne se sentent pas stressés et pour que les enfants ne se sentent pas menacés. Parce que je voudrais quand même oser utiliser ce mot. Il y a aussi parfois des menaces que les parents obligent les enfants à ressentir. Moi, je dirais aux parents que pour qu'un enfant évolue bien dans ses études, on n'a pas forcément excusez-moi, besoin d'utiliser la violence. Parce que j'avais déjà dit ça, il faut d'abord avoir la volonté
avant de pouvoir étudier. Maintenant, après avoir eu la volonté, il faut que toutes les conditions soient réunies pour que l'enfant puisse se sentir aisé. Je ne peux pas être étudiant ou élève, aller à l'école, les autres prennent peut-être un petit déjeuner de 100 francs et lorsque moi j'y vais, il suffit de prendre de l'eau dans mon bidon et puis bon, ça suffit, on attend que j'amène un bon résultat à la fin de l'année. Non, il va falloir que leurs parents aussi, pour que l'enfant évolue dans les études, leurs parents ont leur part de responsabilité. Je ne vais pas seulement toucher les parents, mais je vais aussi toucher les enseignants. Parfois, il ne s'agit pas seulement de l'étudiant ou de l'élève, il faut parfois toucher les enseignants. Nos parents, dès qu'on paye ton écolage, on ne va plus contacter les enseignants ou bien la direction pour voir comment travaille mon enfant. Est-ce qu'il est bien ici, il est bien là. On ne vérifie pas, on ne suit pas les pas de l'enfant. Et je disais aussi que tout le monde n'est pas appelé à être élève. Dès l'enfance, les parents sont censés savoir ce que l'enfant peut faire. S'il est appelé à aller à l'école ou s'il est appelé à suivre une formation ou s'il est appelé à suivre, à apprendre un métier. Déjà, il faut commencer dès le bas âge à suivre nos enfants. Je pense qu'avec ça, ça pourrait aller. Et en matière de violence éducative, nos parents exagèrent. Par exemple, moi j'ai des cohabitants à côté, lorsque l'enfant revient, il n'est pas parmi les 5 premiers. On ne fait que taper l'enfant. Ça, c'est la violence physique. Oui. La violence physique. Parfois même, il y a des violences morales. C'est ce qui n'est pas bien. Ça même déjà, je pense que ça déstresse l'enfant. Sinon, ça ne permet pas à l'enfant de bien travailler à l'école. Il va falloir revoir tout ça. Le problème ne provient pas seulement de l'enfant. Il faut se remettre en question nous-mêmes les parents et aussi à poser des questions aux enseignants, à l'administration. Merci. Oui, je pense saluer l'analyse de Laetitia puisqu'elle a souligné quelque chose qui m'est très important. Il s'agit de la non-descente que font nos parents aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui les parents, ils te mettent à l'école, ils t'inscrivent à l'école et puis c'est bizarre, ils ne connaissent pas le nom de tes enseignants. Même au cours primaire, on a un seul enseignant titulaire de la classe et puis ton parent, mais ton père, ta mère ne connaît pas le nom de cet enseignant. Ça veut dire très simplement que ton parent ne vient pas souvent pour prendre attache avec ton enseignant, histoire de lui demander comment tu travailles en classe, comment les choses vont, qu'est-ce que tu arrives à faire, qu'est-ce que tu n'arrives pas à faire. Ce que Benjamin vient de dire, c'est tellement important aussi. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens, on se nique seulement sur une matière. Si tu n'es pas bon, par exemple, en histoire géo, on va dire que toi tu es nul, que tu n'arrives pas, tu ne donnes pas une bonne image à la famille. C'est ce qui fait mal. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde, il y a dit sur ce plateau, tout le monde a ses compétences, tout le monde est bon en fait en quelque chose. Donc il va falloir au moins valoriser les élèves, bien les étudiants. Aujourd'hui, on va te dire que toi tu n'es pas bon, que tu es un veau à rien. C'est ce qui fait mal aujourd'hui parce que même moi j'ai fait un constat, si on se retrouve dans nos amphis aujourd'hui, il y a certaines questions que moi je trouve simples, il y a des simples questions qu'on nous pose aujourd'hui, mais on va ailleurs pour chercher. Alors toi tu connais déjà la réponse, mais tu ne peux pas la donner parce que tu as peur, tu as été dévalorisé autrefois, que tu n'es rien, que tu n'es bon à rien. Alors une fois que tu as été dévalorisé, ça reste dans notre Congolo, on marche avec, on vit avec. Alors tout simplement ce que je veux dire, c'est que je suis contre cette manière de commenter aussi nos bulletins, bien nos relevés. Je suis aussi contre cette manière de nous amener à être excellent. L'excellence est une très bonne chose qu'il faut promouvoir, mais c'est comment, on doit se poser la question. Comment on arrive à nous amener à être excellent. C'est ça qui doit être revu aujourd'hui. Si les parents, je l'ai déjà dit, c'est ces parents aujourd'hui qui matent leurs enfants parce qu'ils ne sont pas excellents, selon eux-mêmes ils ne sont pas excellents, mais si vous voyez dans le cursus de cet élève, vous allez constater qu'au moins il est bon en quelque chose. S'il n'est pas bon en mathématiques, au moins il est bon en français. S'il n'est pas bon en français, il serait bon en anglais. Donc il faut au moins essayer de donner la place que l'enfant, il faut lui montrer qu'il a cette place. Aujourd'hui, il n'est pas question, mais aujourd'hui, on cherche seulement les notes.
les notes, c'est ce qu'aussi cherchent nos parents. On dit, tu as, par exemple, en français, tu as 19 sur 20, allez, ton parent, mais ton papa va dire que tu es le plus excellent. Si je perds le nom de papa, ce sont eux souvent qui essaient de faire ça, et ce sont eux qui commentent le bulletin, et ce sont eux qui commentent le bulletin de Benjamin. Donc, il va falloir revoir toutes ces choses. C'est-à-dire, je l'ai déjà dit, avoir 19 sur 20 en français ne signifie pas que tu es excellent en français. Il faut qu'on se dise la vérité. Peut-être, on a l'habitude de le dire dans notre jargon que c'est Zovu. Peut-être c'est Zovu qui t'est venu, alors tu as juste ramassé et puis tu as eu cette note. Maintenant, on se tient compte de ton verbe. Est-ce que tu es bon en verbe? Est-ce que tu arrives à te tenir devant une foule, rester sur un banc, bien, s'asseoir sur un banc, rédiger quelque chose pour avoir 19? C'est aussi déjà un bon début, c'est aussi déjà un bon départ. Mais il est aussi question de se tenir devant quelqu'un pour parler quand il s'agit de français, être bon il faut avoir une bonne compétence linguistique aussi. Je ne veux pas faire valoir la langue française, mais ce que je trouve à dire, c'est qu'il n'est pas juste question d'avoir des notes, comme je l'ai déjà dit, pour ne pas trop monopoliser. Il faut essayer d'aller. Il faut essayer d'aller dans la vie de cet élève et aller dans son cursus, voir s'il est bon en quelque chose. Et comme Benjamin a déjà dit, s'il est bon en quelque chose, avant de le reprocher, dis-lui que moi tu es bon en français, pas moi, tu es très bon en français, que tu évolues bien en français. Tu peux aussi faire mathématiques si tu as la volonté. Et je l'ai aussi dit, c'est la volonté aujourd'hui qui nous manque. Si la personne, c'est ce que Laetitia est en train d'appeler par... Il est en train de dire que nous tous, on n'est pas nés pour aller à l'école. Là, je n'en dis combien pas. Aujourd'hui, ce n'est pas parce que mon voisin va à l'école, pas parce que l'enfant de mon voisin va à l'école et il est à l'université, donc il va falloir aussi, du coup, faire inscrire mon enfant à l'université. Non. Aujourd'hui, quel est le but pour lequel mon enfant doit aller à l'université? Si l'enfant n'a pas cette volonté, si l'enfant ne veut pas aller à l'université, l'enfant ne veut pas aller à l'école, et puis tu l'inscris à l'université, tu l'inscris à l'école, tu vas voir qu'il va aller à l'école avec toute une nonchalance. Si tu n'as pas la volonté, je pense que rien ne peut aller. Alors, tu viens de dire quelque chose, Benjamin, un parent qui exige de la part de son enfant qu'il soit premier de la classe, mais qui met les moyens, dit peut-être, si tu es premier de la classe, je t'offre ceci ou bien cela. Est-ce que là-bas, on va encore parler d'une forme de violence? Non, on ne va pas parler de violence, mais de stratégie. Et c'est en réalité ce qu'il faut faire. Il y a une image qui circule souvent sur WhatsApp. Il y a aussi un petit cheval qu'un jeune garçon voulait utiliser pour aller à quelque part. Mais le petit cheval ne voulait pas. Le petit cheval exprimait sa fatigue. Et le jeune garçon a pris un petit morceau d'herbe qu'il a laissé devant le cheval. Et à chaque fois que le cheval voudrait manger ou goûter ce petit herbe, bien l'herbe, là, cette gousse d'herbe là, le jeune garçon fait avancer ça et ainsi de suite, le cheval avance. Je crois que c'est cette stratégie que nous devons transposer, sinon nos parents doivent transposer dans la situation scolaire. Il faut encourager. Maintenant qu'on a mis toutes les dispositions en place, si je voudrais aller dans le même sillage que Laetitia, il faut que l'enfant ait ce qu'il va manger à l'école. Si l'enfant a 2 récréations, tu donnes par exemple quelque chose à l'enfant et tu sais pertinemment que ça ne va pas suffire. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il faut aller voler pour compléter. Il y a des parents qui disent c'est ce que j'ai, tu voudrais que j'aille voler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais tu peux donner quand même cela à cet enfant et lui faire comprendre calmement en réalité que voici la limite de mes potentialités. Mais si tu arrives à bien réussir, je crois que je pourrais mieux faire que ça. Moi, j'ai quand même eu cette expérience-là en classe de CM1 où à la rentrée, je ne sais pas si mon papa l'avait fait sciemment, mais il ne m'a pas acheté un livre de calcul quotidien. Et à la question, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas acheté un calcul quotidien, il m'a dit, au seuil 2, tu avais eu un calcul quotidien, mais tu ne me revenais pas avec de bons notes en calcul rapide. Donc, je trouve ça inopportun cette année. Mais vous voyez, au premier trimestre, j'ai eu des intérêts pour les mathématiques, les calculs rapides, calculs écrits qu'on faisait. Et par après, le directeur du collège était revenu une fois en classe, parce qu'il circulait souvent pour suivre les enseignants. Il nous avait dit, tout le monde travaille dans son livre et il faut dire que j'étais un peu nonchalant par rapport aux mathématiques, surtout que je n'avais pas un livre cette année-là. Et le directeur a dit, pourquoi ce petit ne travaille pas? Et l'enseignant lui a dit, son papa a utilisé une stratégie, il a dit cette année, il ne lui achète pas un livre. Et le directeur m'a promis un petit livre de calcul quotidien. Si j'arrive au moins à avoir de bonnes notes. Je ne sais pas si c'est un hasard, mais j'ose dire quand même que c'est une bonne stratégie qui a réussi.
Une fois que moi j'avais quand même oublié, je travaillais moi-même de mon gré, puisque les mathématiques, je les faisais juste pour avoir l'essentiel. C'était pas mon domaine de prédilection. Et une fois que l'on a proclamé les résultats, j'étais surpris que le directeur m'avait donné mon cadeau. Et je me suis dit depuis ce jour que si je travaille bien, les gens pouvaient encore me faire des cadeaux. Ce sont des stratégies à utiliser. On nous a promis des vélos dans ce pays qu'on ne nous a jamais offert, mais qu'on nous promet toujours, on renouvelle toujours cette promesse-là, on dirait des promesses politiques. Et on nous promet toujours ces vélos, on ne tient pas à la parole, mais on change la couleur du vélo, la taille du vélo, les conditions du vélo et on travaille. Ce sont des choses qui psychologiquement nous motivaient à travailler. Moi, par exemple, j'avais un cousin qui était dans la même classe que moi. Et pour nous départager, il y avait un homme qui a dit, puisque vous passez le certificat d'études du premier degré, si vous arrivez à être tous deux premiers de vos centres, parce qu'on allait dans différents centres, si vous arrivez à être premier de vos centres, je vais vous offrir de très bons vélos pour aller au collège. On n'était pas quand même premier, il ne nous a pas donné les vélos, mais je crois que ce qu'il nous a dit là nous a motivés. Parce que souvent quand le cousin venait à la maison pour nous rendre visite, il disait, est-ce que tu apprends? N'oublie pas le vélo. Hein. Ce sont des choses que nous disons, entre guillemets, pour nous encourager et qui en fait ont réussi. Je crois là qu'on peut plutôt aller dans cette dynamique que de plutôt revenir obliger l'enfant à faire quelque chose sans mettre les moyens à disposition. Et aussi, à chaque fois que l'on veut faire comprendre à l'enfant qu'il n'est pas bon dans cette matière, il faut voir aussi si vous n'avez pas de l'influence sur cet enfant. Vous allez voir que les gens pensent que leurs enfants sont leurs prototypes. Il est vrai que l'enfant peut te ressembler, mais l'enfant, de façon morale, ne va pas te ressembler. Tu peux mettre au monde, tu peux être scientifique et mettre au monde un féru de la littérature qui ne va jamais s'intéresser à les mathématiques. Cela ne voudrait pas dire que ton enfant n'est pas de ton sang ou que cet enfant-là n'est pas forcément issu de tes chromosomes et tout. Non, tu peux être par exemple footballeur et envoyer un enfant qui ne s'intéresse aucunement au football, mais qui s'intéresse peut-être au handball. Cela ne voudrait pas dire que cet enfant n'est pas de toi. Mais en réalité, il faut voir comment est-ce que tu présentes ce que tu es en train de faire devant l'enfant. Un mécanicien, par exemple, qui ne présente que les côtés négatifs de la mécanique devant son enfant, rassurez-vous, cet enfant ne va pas s'intéresser quand même à la mécanique. Mais s'il présente de bonnes choses de ce domaine-là devant cet enfant, il sera tenté de le faire aussi. Voilà que vous avez présenté de bonnes choses également de votre domaine de prédilection à votre enfant et qu'il s'intéresse maintenant à la chose, vous allez voir qu'il va avoir un petit désintérêt pour les autres choses. Ne soyez pas surpris, mais s'il va falloir que l'individu là soit comme Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire bon en tout, ce n'est pas possible parce qu'il ne peut pas être à la fois scientifique, littéraire et tout. Il y aura toujours, même s'il arrive à avoir 20 dans toutes les matières, il y aura quand même un niveau ou bien une partie où il va s'intéresser plus à quelque chose. Donc je crois qu'il faut encourager, faire des petites promesses et parfois aussi les tenir partiellement. Quand vous faites la promesse à quelqu'un, même si vous savez que vous n'allez pas tenir totalement votre promesse, il faut quand même tenir partiellement. Ma maman avait l'habitude de me dire, quand on est devenu un peu plus grand, que quand je vous promettais certains petits vélos là, je savais que vous n'allez pas arriver là. C'est pourquoi je vous promettais 2 vélos par personne. Je sais que vous n'allez pas arriver là, mais ça vous motivait à travailler et à chaque fois, je vous donnais quelque chose. Et ça nous encourageait à travailler. Je crois que cette stratégie peut être modifiée selon les enfants. Et aussi offrir des choses qui rentrent dans les centres d'intérêt des enfants. Vous ne pouvez pas offrir par exemple des pistolets à un enfant qui ne s'intéresse pas aux pistolets. Moi quand j'étais enfant, je n'aimais pas trop le football. Je n'ai commencé à aimer le football par après. Donc quand tu m'offres un ballon quand j'étais adolescent au cours primaire, je ne vais pas trop aimer ce cadeau. Mais quand tu m'offres quelque chose par exemple qui entre dans mon domaine de prédilection, par exemple un fusil, je vais m'intéresser parce que je prendrai goût à aller fusiller mes amis avec pour que ceux-ci s'intéressent à mon objet là. Je crois que ce sont ces stratégies que nous pouvons, sinon les parents, les futurs parents, s'il y a lieu, peuvent utiliser pour que les enfants s'intéressent à ce qu'ils veulent. Il faut les guider, il faut guider ces enfants vers ce que vous voulez. Rosia, que je veux ajouter? Oui, c'est par rapport à ces promesses que font nos parents, mais ne tiennent pas à ces promesses. Benjamin l'a dit qu'il faut partiellement tenir à ces promesses. Moi, je dirais non, qu'il faut chaque temps, totalement tenir à ces promesses. Parce que, vous savez, aujourd'hui, tu as promis quelque chose à l'enfant que si tu as réussi, on t'offre, par exemple, un téléphone portable. Il a réussi et puis tu ne l'as pas offert le téléphone portable. Demain encore, tu as fait la promesse et puis le lendemain, chaque fois tu essaies de faire la promesse, tu seras reconnu. Et puis, en fait, le motif même de cette promesse, c'est de motiver l'enfant à travailler. Et si
ça n'arrive plus à motiver l'enfant, alors ça veut dire que tu promets, mais tu ne tiens pas à ta promesse. Tu promets aujourd'hui, demain, tu promets lendemain, tu promets mercredi, tu promets, chaque jour tu promets, mais tu n'arrives pas à tenir à cette promesse. L'enfant, il est démotivé, il n'a plus cette vivacité de travailler. On ne va pas dire qu'il est paresseux ni fainéant, mais c'est que ta stratégie que tu es en train de mener pour pouvoir essayer de motiver l'enfant qui n'est pas bonne, qu'il faut changer. C'est pas mauvaise quand même, tu promets et la promesse elle est bonne, mais tu n'arrives pas à assumer ou bien à répondre à cette promesse. L'essentiel c'est de promettre, l'essentiel aussi c'est de répondre aussi à cette promesse. Alors, Laetitia, vas-y. Ok, moi je pense que Benjamin a raison. Parce que on ne peut pas promettre quelque chose à un élève ou à un étudiant et lui donner tout totalement. Et d'abord, quand on demande à un enfant, si tu reçus, qu'aimerais-tu que je t'offre comme cadeau? Je pense que l'enfant ne peut pas citer une seule chose. Il cite toujours 2 ou 3 choses. Mais parmi ces 3 ou ces 2 choses, vous aurez à comprendre qu'il y a un qui est plus essentiel. Je pense qu'il serait mieux que le parent offre à l'enfant la chose le moins important. Ce qui est primordial pour l'enfant, il ne faut pas l'offrir ça. Je pense qu'en faisant ainsi, l'enfant va toujours chercher à ce que le parent puisse lui faire ou respecter la promesse même que lui-même, il aimerait que son parent tienne. Et je dirais aussi qu'encourager un enfant, on ne peut pas, peut-être l'enfant est au CP2, on aimerait qu'il passe au CE1, on l'encourage et l'année prochaine, c'est pour le violenter, non. Quand tu commences une stratégie, il faut toujours continuer avec cette stratégie, mais à chaque moment, il faut essayer de la manier ou d'améliorer ça, de modifier ça. Il ne faut pas toujours essayer, je veux t'offrir un ballon, je vais t'offrir tous les vélos comme ça. Un vélo. Oui, on m'a promis trop de vélos. Moi, ce qui m'a toujours plu, ce qui m'a toujours motivé à chaque fois que je suis dans la salle d'examen, je cherchais toujours à réussir à cause de ma mère. Parce que ma mère me disait souvent, et si tu réussis, je vais te tuer un petit poisson. Et c'est quelque chose qui me faisait tellement rire. Et puis quand je me rappelle de cette blague de ma maman, ça me motivait quand même à y arriver. Même si toutes les conditions ne sont pas réunies, il faut aussi que les élèves comprennent qu'ils sont la relève de leurs parents. Et si peut-être je suis l'aîné de la famille et que papa est vieux, il y a des parents qui n'enfantent pas vite. C'est après avoir eu 40 ans, 45 ans qu'il commence par enfanter. Donc le papa voit qu'il est en train de vieillir, il veut quelqu'un qui va lui remplacer. Et ça fait que les parents sont obligés de forcer l'enfant. Ils insistent à ce que l'enfant fasse vite pour le remplacer ou prendre la tête de la famille. Mais il va falloir que les parents comprennent que ça ne marche pas comme ça et faire preuve de patience et de comprendre aussi les enfants parfois. Merci. Merci. Vous l'avez dit précédemment, Roger, je suis avec toi. Tout le monde n'est pas appelé à fréquenter, à faire les études. Mais prenons le cas de Fugou, les parents mettent tout, les conditions sont réunies, ils mettent tout pour l'enfant, pour que l'enfant réussisse, mais ça ne va pas toujours. Peut-être on dit que l'enfant, il est trop gâté en fait, en guillemets, qu'il est trop gâté, le parent se dit, si c'est comme ça, je te retire tout ce qui te fait plaisir, je serre un peu pour que tu puisses. Est-ce que dans ce cas de Fugou, on va parler encore de violence? Non, je ne pense pas que c'est une violence, mais je pense plutôt que c'est la condition dans laquelle l'enfant est, on peut l'appeler le libertinage. Le libertinage n'est pas, tout à coup, ne veut pas dire liberté, puisque le libertinage, c'est cette petite liberté que nous avons sans contrainte, c'est-à-dire on vit comme on veut, on n'a pas de contraintes, on n'a aucune loi qui nous dirige, on n'a aucun devoir aussi à assumer, on vit comme on veut et parce qu'on a les moyens, c'est le libertinage. La liberté ne nous permet pas de vivre sans avoir une idée, une vision. Ça c'est pas ça la liberté. Celui qui est libre, il vit dans de bonnes conditions, bien sûr. Il respecte une loi et il est dirigé par une vision. Je pense que c'est aussi une très belle des moyens, un très bon moyen, d'essayer de réduire,
résumer, si on peut le dire ainsi, cette situation dans laquelle se trouve l'enfant, qu'il qualifie, cette situation que l'enfant qualifie de liberté, il va falloir réduire cette situation afin d'amener l'enfant à plus travailler. Aujourd'hui, vous constatez que même si, un exemple banal, si tu as trop mangé, tu ne peux pas apprendre aussi. Tu vas devant le cahier, tu ne fais que dormir. Tu ne vois plus bien. Aujourd'hui, c'est pareil dans d'autres sens. Si tu es trop à l'aise, aujourd'hui, tout ce que l'enseignant fait, j'ai été choqué. Une fois, on m'a dit qu'il y a un enfant qui vient au CPD avec une voiture. Or, l'enseignant qui te surveille, il n'a pas de voiture, il n'a même pas de moto, par exemple, peut-être. Mais c'est quoi le plan? Je ne sais pas. Donc, vous voyez, si tu mets ton enfant dans cette situation, entre griffes paradis terrestre, l'enfant, il ne s'intéresse plus à l'éducation, pas seulement à l'éducation, mais il ne s'intéresse plus à la vie de façon générale. Tout ce que l'enfant essaie de raconter, c'est que j'ai déjà la vie, je vis déjà, je suis déjà au paradis, donc il va falloir vivre comme je veux. Donc il va devoir, une fois réduire cette situation, essayer de lui retirer cette liberté. Lui retirer cette liberté ne veut pas aussi dire qu'il faut essayer de lui mettre dans de mauvaises conditions, mais essayer que l'enfant soit dans de bonnes conditions quand même, mais qu'il ait une vision, qu'il arrive à savoir qu'il vit, bien qu'il va à l'école pour une vision, pour un objectif. Avant de réduire aussi cette situation, il faut qu'on donne un ultimatum déjà à l'enfant. Il ne faut pas se lever un jour, l'enfant prend 500 francs pour aller à l'école, tu lui donnes 200 francs, dire que tu ne travailles plus, tu ne prends plus soin de ton éducation, il va falloir te donner désormais 200 francs. C'est sur un contrat aussi. Tu dis, à partir de cet instant, si tu n'arrives plus à travailler, je vais te donner 200 francs au lieu de 500 francs. Alors l'enfant, c'est aussi une manière de motiver l'enfant. Il sera plus motivé s'il aime prendre ses 500 francs parce qu'il a un programme sur ces 500 francs. Il va à l'école, si l'enseignant fait le cours, il va essayer de suivre l'enseignant parce que désormais, si je ne travaille pas, je ne travaille plus, j'aurai à prendre 200 francs. Donc il va falloir travailler pour pouvoir garder les 500 francs, pourquoi pas de surplus. Donc ça va lui motiver, ça va lui pousser maintenant à se donner plus à l'éducation, à promouvoir l'excellence et à devenir excellent. Oui, je suis tout à fait d'accord avec Roger. Restreindre cette liberté que l'enfant a n'est pas encore une forme de violence. Je pense bien que cette stratégie a déjà marché dans plusieurs circonstances où le papa a mis en place, par exemple, un ordinateur portatif pour que tout le monde puisse faire des recherches. Et maintenant, il remarque qu'au lieu d'aller sur Google Kite, par exemple, pour aller faire des recherches instructives, les enfants préfèrent suivre les choses sur YouTube, les nouvelles sorties vidéo. Cela ne veut pas dire quand même que ces choses n'instruisent pas l'enfant. Mais tout de suite, ces choses-là ne répondent pas favorablement à l'instruction de l'enfant. L'enfant a besoin quand même de s'instruire avant de se divertir. Mais quand le papa remarque que les enfants utilisent l'ordinateur portatif maintenant à des heures excessives, il peut maintenant mettre un code parent ou mettre un code où tout un chacun qui viendra pour utiliser l'ordinateur portatif doit donner le motif d'usage ou bien le motif d'utilisation avant qu'on lui donne le code. Je crois que ces stratégies peuvent marcher. Et pourquoi ne pas laisser celui qui arrive à utiliser l'ordinateur en bon escient à plus l'utiliser? Ça va peut-être verser les autres et ils vont dire, puisque l'autre l'utilise en bon escient, on l'autorise plus que nous. Vous allez voir les enfants, ils vont vous dire un jour que vous avez autorisé lui à l'utiliser lundi, mardi, mercredi, moi c'est jeudi seulement. Et c'est une stratégie tout de suite qui va vous aider à lui dire, il faut aussi travailler comme l'autre et tu auras les 3 jours restants de la semaine. Et il va répondre parce que c'est lui-même qui vient de signer un contrat avec vous que je n'ai pas accès à l'ordinateur portatif. Et tu lui dis clairement qu'il faut faire tel et tu auras accès parce que c'est pour vous que je l'ai acheté. Je crois que ce n'est pas encore une forme de violence. Mais puisque Roger, par rapport à ce que Roger venait de dire, c'est dans ce sens, oui, c'est dans ce sens où on contraint brusquement l'enfant à respecter cette nouvelle norme-là sans ultimatum ou sans avertissement. C'est là que l'enfant sera tout de suite choqué ou va considérer cela comme étant une exagération de la part de ses parents. Il ne trouve plus des traces de la gentillesse dans le comportement de ses parents. Laetitia? Oui, moi je viens renchérir ce qu'a dit Roger et Benjamin. Et avant de poser des conditions à un enfant, il faut d'abord le préparer psychologiquement
On ne peut pas se lever un matin interdire à un enfant que bon, à partir d'aujourd'hui, ton déjeuner est divisé en deux. À partir d'aujourd'hui, le chauffeur ne va plus t'amener à l'école. Tu dois aller à pied et tout ça. Donc non, il faut préparer l'enfant psychologiquement avant de lui. Et puis il y a plusieurs stratégies. Moi, par exemple, mon papa avait une habitude. Bon, si tu ne travailles pas bien ou si tu ne veux pas écouter ce qu'on te dit, ok, l'année prochaine, ceux qui ont bien travaillé, on peut les acheter de nouveaux sacs, de nouveaux kakis. Mais toi, tu vas rester dans ton ancien kaki. Toi-même, tu vois déjà. Parfois même, tu as les sandales coupées, mais tu vas traîner ça comme ça jusqu'à ce que toi-même, tu prennes conscience de la raison pour laquelle tu étudies. Et je pense qu'il y a plusieurs stratégies. Parfois, et lorsque vous gâtez l'enfant, ça agit. L'enfant n'est plus conscient. Parfois, il faut essayer aussi. Si on ne veut pas arracher ce qu'on donne à l'enfant, on peut quand même le déplacer, de changer d'environnement. Si vous avez une tante, un oncle, un frère qui est peut-être ailleurs, essayez d'amener l'enfant, qu'il lui-même, il fasse la part des choses. Lorsque je suis avec mes parents, tout est revenu. Maintenant, qu'on m'a amené chez l'oncle, on m'a amené chez la tante, non. Il y a de limites dans chaque chose. Et puis je pense qu'avec ça peut aller. Il ne suffit pas de donner. C'est vrai que ce sont nos enfants. Nos parents nous aiment vraiment. On ne peut pas mettre au monde un enfant et ne pas l'aimer. Oui, mais ce n'est pas parce qu'on aime les enfants qu'on ne peut pas les apprendre à pêcher. Il faut apprendre à l'enfant à pêcher soi-même. Parce qu'on n'est pas éternel. Nous avons des parents qui mettent au monde déjà à 5 ans. Ils sont décédés, ils décèdent et que l'enfant peut-être la maman n'a rien à faire, l'enfant doit se battre seul. Dès ton vivant, apprends à ton enfant à se battre, à pêcher soi-même. Merci. Ton mot de la fin. Au mot de la fin, je dis merci aux téléspectateurs de toujours être au rendez-vous chaque mercredi. Et coucou à tous les professeurs du département de lettres modernes. Merci. Oui, merci à tous ceux qui nous ont suivis de près ou de loin. Pour finir, je pense donner ce conseil aux parents, même si je ne suis pas encore un parent, un père de famille. Bientôt. Mon papa me disait souvent, de façon littérale, je traduis, on ne tape pas le ventre d'un enfant. Autrement dit, il ne faut pas vouloir punir un enfant avec la nourriture. C'est-à-dire, tu ne manges pas parce que tu n'as pas fait ça, tu risques d'engendrer des délinquants, des dangers publics. Bonsoir à tous les étudiants de lettres modernes, particulièrement à Béatrice Agnalebedi. Pardon? Béatrice Agnalebedi. C'est la mère de son enfant là. Je voudrais remercier les téléspectateurs pour leur attention particulière. Je voudrais également profiter pour leur laisser ces quelques mots de cette récitation qu'on a toujours déclamée au cours primaire, le laboureur et ses enfants de Jean de La Fontaine. Il faut travailler pour avoir de la peine parce que c'est le fond qui marque le monde. Ce laboureur pouvait quand même dire à ses enfants que j'ai laissé quelques greniers de maïs ici, mais il n'a pas dit comme ça. Il dit dès qu'on aura fait l'eau, ils doivent aller remuer le champ, ils doivent creuser, fouiller, bêcher, que la main ne passe et repasse. C'est très important. Je crois que les enfants qui sont en train de nous suivre actuellement, leurs parents, pourquoi ne pas aider son enfant à repasser encore cette récitation-là ce soir? Je crois que ça va faire plaisir ou pas. Voilà. On me lira un message pour nous. Oui, Mollet, un message pour nous, c'est que le mercredi prochain, pour ceux qui seront toujours au rendez-vous, nous allons commencer encore à partir, à faire des aventures au pays de Mollet. Mais pour ces aventures spécialement, il va falloir que les téléspectateurs également participent en nous envoyant, pourquoi pas, les images qu'ils ont peut-être rencontrées, des ustensiles de cuisine, certaines choses qu'ils ont rencontrées dans leurs activités quotidiennes, mais qui n'ont pas su réussir à connaître le nom, et on va quand même se donner cette responsabilité-là de les aider à trouver le nom. Merci à vous, merci à toi Benjamin, merci à Roger, merci à Laetitia, merci également à Flavia. Elle pourrait comprendre pourquoi je suis en train de sourire ainsi. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à réaliser ce jour. Je vous fais également David. On se voit mercredi prochain. Vous savez, nous sommes en février, le mois de l'amour. On parlera d'un thème d'amour. Merci beaucoup. On se retrouve mercredi prochain.